Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Salut, Francis. Salut, Mario. Alors, tu as suivi cette journée importante où Michael Sabia allait représenter d'une certaine façon le plan qui est déjà présenté au public, mais le représenter avec plus de détails aux parlementaires et répondre à leurs questions. Effectivement, puis c'est quelque chose qui, sans grande surprise, là, Mario, assez conforme avec ce qui a été dit autant par M. Legault que par M. Fitzgibbon, là, ce qui laisse vraiment comprendre que M. Sabia s'est fait un peu énoncer certaines règles du jeu à l'intérieur desquelles il doit effectuer son mandat. Donc, évidemment, là, ce qui intéresse peut-être très directement beaucoup d'entre nos auditeurs, c'est cette promesse. Puis de mémoire, là, Mario, tu as peut-être plus d'expérience que moi, là, mais de cette promesse que pour pratiquement les 15 prochaines années, là, on va connaître des majorations très raisonnables de tarification. Là, donc, on élimine complètement la possibilité d'augmentation des tarifs de l'électricité en dehors de cette norme là, qui est en train de devenir une norme du 3%. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs québécois. Par contre, évidemment, ça incite pas beaucoup à faire de l'efficacité énergétique, mais ça va être compensé certainement là, par des nouveaux approvisionnements, comme ça a été énoncé par M. Sabia dans les dernières semaines. Donc, beaucoup de nouveaux projets sur la table pour Hydro-Québec au cours de la prochaine décennie. Ouais. M. Sabia, il y a quand même plusieurs partis d'opposition qui avaient dit l'attendre avec une brique puis un fanal qui laissait entendre que tout le plan, tout était tout croche. Est-ce que tu l'as senti déculotté? Je pense que c'est assez difficile de déculotter M. Sabia. Hein? Je sais pas, Marie, là, tu le suis comme moi depuis de nombreuses années. Là. C'est quelqu'un qui est vraiment au-dessus de ses affaires. Puis c'est intéressant, qu'il a quand même été plus discret pendant les premières semaines, les premiers mois de son mandat. Ça a vraiment l'air de quelqu'un qui s'est plongé profondément dans l'organisation, qui maîtrise pleinement ses dossiers. On peut challenger ses idées, mais on peut pas l'accuser d'avoir mal fait son travail ou d'avoir mal préparé là, son plan stratégique. Et donc, effectivement, là, il semble être bien en selle là, pour amener Hydro-Québec ailleurs là, au cours des prochaines années. À suivre. Francis, on a eu les chiffres sur le PIB du Canada et l'économie ralentit très sérieusement, là. Oui, c'est quand même une forte diminution, plus que ce que beaucoup d'économistes et d'analystes s'attendaient. Par contre, il y a un petit effet, là, Mario, de chiffres dans tout ça. On parle donc d'une baisse au troisième trimestre là, de cette année de 1,1% du PIB, mais c'est à mettre en relation avec le fait que finalement, le PIB au deuxième trimestre a été corrigé un peu a posteriori par Statistique Canada. Donc, ils ont augmenté le chiffre du trimestre précédent, ce qui fait que la baisse a l'air plus grande qu'elle ne l'aurait été autrement. Ça sera intéressant de voir s'il y a d'éventuelles corrections, Mario, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à mesure que des données plus précises sont cumulées par Statistique Canada. Et donc, peut-être que finalement, la baisse, elle n'est pas aussi importante que ce qui est annoncé. Sauf qu'en voyant ces chiffres-là, j'ai quand même pensé à toi, parce que tu nous dis depuis des mois à cette tribune que la hausse des taux d'intérêt, ça agit pas tout de suite, là, ça agit beaucoup plus tard, ça prend un temps. Et là, on se demande, est-ce que les hausses répétées, puis même les hausses de l'année passée, de l'hiver passé, sont pas en train là, de rentrer à fond dans l'économie? Certains se demandent peut-être même trop, là, peut-être même plus fort que ce qu'on avait besoin. Oui, le coup de semonce ou comment dire, l'espèce de hausse le break à bras, qui a été mise en place par Tiff Macklem et l'équipe de la Banque du Canada, clairement fait mal à l'économie canadienne. À l'économie dans son ensemble en matière de PIB, à l'économie plus particulièrement du logement. On en a parlé aussi beaucoup à l'émission. Puis c'est particulier, Mario, parce que comme tu le sais, le PIB, là, je veux pas faire mon petit chien savant, mais c'est composé de plusieurs choses. Hein. On fait la somme de plein d'affaires. Une des choses qu'on calcule, c'est la consommation. Ce que nous dit Statistique Canada, c'est que la consommation, elle n'a pas particulièrement progressé. C'est plutôt une stagnation qu'on observe. Mais l'autre dimension du PIB qui, elle, a beaucoup baissé, 2% sur ce seul trimestre-là, c'est l'investissement des entreprises. Et ça, c'est terrible pour l'avenir de l'économie.
Ben oui, parce que c'est des investissements en machinerie, en logiciel, en R&D, en efficacité, en productivité. Donc, c'est sûr que quand elle diminue de 2%, là, puis je sais que ça sonne pas comme un gros chiffre, mais ce sont des milliards de dollars, ben éventuellement, ça a cet effet-là à long Déjà, terme sur l'économie ouais. canadienne. Ouais. Déjà, Francis, je sais pas si tu as suivi, je pense que il y a Gérard Bérubé du Devoir qui a fait un excellent papier, mais à partir d'une grande analyse de l'économiste en chef de la BMO sur la baisse de productivité du Canada, là, par rapport aux États-Unis, à quel point le Canada est en baisse de productivité. Mais je sais que pour le public, des fois, ça paraît compliqué, mais il faut toujours penser que productivité égale niveau de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de richesse qui s'invente. Il n'y a pas de richesse qui s'invente dans un pays. Il n'y a pas de richesse qui tombe du ciel. Tu produis plus, collectivement, tu deviens une société plus riche. Et là, tu dis, OK, on a déjà un déficit de productivité depuis 5 ans, un fort ralentissement de la productivité au Canada qui commence à affecter notre niveau de vie. Puis, en parallèle, tes entreprises investissent moins. Donc ça, c'est de la productivité future qui se détériore. Est-ce qu'il y a des données inquiétantes pour l'avenir de l'économie canadienne? Ben, puis j'ai effectivement, là, Mario, j'avais vu ce dossier-là de M. Bérubé. Là. En fait, pendant les 5 dernières années, le Canada, non seulement n'a pas augmenté de productivité, a baissé de productivité. C'est une fraction de pourcentage, mais pendant ce temps-là, les Américains, eux, ont augmenté de presque 2%. Donc, ce que, comme tu le dis, ça crée une espèce de divergence entre les niveaux de vie relatifs. L'autre élément, Mario, que j'aurais envie de te dire, c'est que, puis ça, c'est une autre donnée là, que je partage souvent là, à mes clients et à qui veut bien l'entendre, c'est que pendant que le PIB stagne au Canada ou même diminue de 1% là, au troisième trimestre, on rajoute 500 000 nouveaux ou 400 000 nouveaux immigrants, ce qui est nécessaire là, pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre en partie, mais ça fait que le PIB per capita, là, la richesse par habitant, elle est moindre, elle diminue significativement. Depuis 2 ans, elle baisse, hein? Depuis 2 ans. Après, bon, il faut mettre un bémol là-dessus. Les nouveaux arrivants, ils débarquent de l'avion. Mario, ils sont pas productifs le jour 1. Ça prend 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Généralement, ces apports massifs en immigration, ils ont des bénéfices important en croissance du PIB, mais avec 2, 3, 4 ans d'écart. Donc, ça se pourrait que le Canada, grâce à ce qui est en train de se produire du point de vue de l'arrivée de nouveaux Canadiens, ait une belle croissance économique, mais il va falloir attendre 2024, 2025, 2026 avant qu'on le ressente véritablement. Et donc, pendant ce temps-là, il y a effectivement ce sentiment très légitime d'appauvrissement des Canadiens qui se combine là, avec ça, c'est parce que c'est pas un sentiment. Le sentiment d'appauvrissement n'est pas un sentiment. C'est un peu ça que tu nous dis. C'est une mesure de la réalité. Là. Ouais, tu veux nous parler de la FTQ? Bon, la présidente est revenue d'urgence dans un vol le même jour de Dubaï, mais il reste quand même une forte délégation du syndicat là, de la FTQ sur place. Hein? Oui, puis comme je t'en avais parlé, Mario, tu sais, j'ai plusieurs avis sur la chose, mais tu sais, pour moi, par exemple, on apprenait dans différents articles aujourd'hui qui ont été, parce que c'est vraiment là, la chasse là, à qui est à la COP28, mais tu sais, pour moi, comme je te l'ai déjà dit, Mario, qu'il y ait des gens, par exemple, d'Investissement Québec, de la CDPQ, ou même à la limite du Fonds de solidarité ou de Fonds d'action, ça ne me choque pas parce que c'est quand même un lieu où on va aller chercher potentiellement attirer des entreprises, chercher de l'investissement étranger, parler d'affaires. Mais un syndicat, et ça je l'ai dit lors du Picard Gate en début de semaine, et je le répète, il y a 10 employés de la FTQ qui sont là-bas, payer leur plein salaire, probablement dans des hôtels qui coûtent pas 89 piastres la nuit, là, on s'entend, là, il y a 70 000 délégués, ça doit être l'offre et la demande, ça doit coûter excessivement cher là-bas. C'est une super ville avec des hôtels, tout est récent, c'est une ville de fous, là, pour vrai. Et donc, ma question, qui est posée par Francis Alain dans le Journal de Montréal également, que font-ils là-bas? Et la réponse, Mario, c'est que l'environnement est important pour la FTQ. Je suis comme fine, pourquoi on n'envoie pas 8 millions de Québécois à Dubaï? L'environnement, c'est important pour moi, c'est important pour toi, c'est important pour Dutrisac, puis Martineau. On devrait tous aller à Dubaï parce que pour nous, l'environnement, c'est important. C'est pas un prétexte, tu n'as rien à faire là-bas. Si tu veux lire des articles
articles sur l'environnement. Je peux t'en envoyer tout plein. Il y en a sur Google. Mais honnêtement, c'est injustifiable, surtout qu'il y a actuellement des gens de leurs membres qui sont en grève et qui, eux, ne sont pas rémunérés. Je trouve ça limite insultant, Mario, de se jouer les grands princes là, dans le désert du capitalisme, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim de retour à la maison. Mais il faut être là pour sauver la planète, c'est ça. Non, il ne faut pas être là pour sauver la planète, justement. Puis écoute, je pourrais te faire le procès de la COP28 quand ça sera terminé, mais je te fais un petit pari. Il va ressortir de ça absolument aucune entente engageante de la part des partis. Ça fait depuis Paris, pratiquement, qu'on n'a pas réussi à converger sur un texte final lors d'une conférence des partis. Donc, je ne vois pas pourquoi Dubaï serait différent à ce titre-là. Puis, je suis très, dubitatif de l'apport marginal des 10 délégués de la FTQ à faire en sorte que M. Biden et M. Xi Jinping s'entendent. M. Biden, d'ailleurs, qui n'est même pas là, mais que la délégation américaine et que la délégation chinoise et que les autres délégations s'entendent sur un texte. Honnêtement, c'est une vraie farce au final. Donc, voilà. C'est dit. Merci, Francis. Salut.